Et ça a été un véritable deuil en me disant « tu vas y arriver, essaye encore, ce blocage tu vas le dépasser, dans ta tête ça va bien se passer ». Et puis d'un autre côté, eh bien, je suis soulagée parce que je peux mettre des mots sur ce que je ressens et je peux faire chemin arrière pour dire « oh oui, dans cette situation, mais oui, maintenant je vois pourquoi j'ai réagi de cette manière-là par exemple ». Bonjour et bienvenue dans 1%, le média qui a pour but de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Patricia Chiraud. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir dans le cadre de 1%. Merci. Patricia, tu diriges un laboratoire de recherche sur les sciences humaines. De sciences humaines, c'est ça en fait? Oui, sciences de l'éducation principalement. D'accord. Tu enseignes les langues. Oui. Tu formes des enseignants également. Oui. Tu enseignes la recherche. On va parler un petit peu de tout ce côté-là. Et sur une autre facette, on va dire, tu as aussi passé plus de 20 ans dans la précarité. C'est ça. Qui es-tu? D'où viens-tu? Si tu peux un peu te présenter. Ça, c'est une vaste question. Je viens de Bourgogne. Voilà. Et puis, en fait, je ne me suis jamais destinée à l'enseignement. J'avais ça en horreur, puisque j'ai été quasi muette pendant des années. Donc, mes parents, ma mère étaient souvent convoqués à l'école parce que je ne m'exprimais absolument pas. J'étais raide comme la justice et je détestais l'école. Et je faisais régulièrement des cauchemars pour la rentrée des classes. Je l'ai fait encore d'ailleurs. Malheureusement, je connais la rentrée des classes depuis des années maintenant, puisque je suis aussi passée de l'autre côté de la barrière, puisque j'enseigne. Donc j'ai tout fait pour ne pas être enseignante. Et puis finalement, il semblerait que je sois plus taillée pour ça. Ça m'a valu pas mal de déboires parce que mon contact avec les autres reste difficile. Même si avec les années, on apprend à cacher certaines choses, on s'aménage des niches de confort. Donc aujourd'hui, je ne me vois pas faire un autre métier parce que j'ai trouvé mes marques. Tu as dit que tu étais muette pendant des années. Oui. C'est par... Si tu peux m'en dire plus par rapport à ça. Genre, tu ne voulais pas parler, tu avais peur de parler, Je n'y arrivais pas. J'avais les mots dans la tête. Okay. J'ai appris à lire, mais c'était très difficile de sortir des mots, de les exprimer vocalement. Donc j'étais quelqu'un de très effacé, qu'on oubliait dans un coin d'ailleurs, parce que je ne parlais pas, et à l'écrit j'étais très bonne. C'était vers quel âge que tu avais ça? J'ai commencé à m'exprimer, j'avais 18 ans. Oui. Ah ouais? Oui. Pour les oraux d'examen, ça allait. Là, je faisais un effort surhumain pour arriver à sortir quelque chose. Mais autrement, je ne m'exprimais pas avec mes camarades. D'ailleurs, j'en avais très peu. Donc, j'étais muette. Est-ce que tu ne parlais pas du tout, ou bien c'était vraiment dans un cadre public, entre guillemets, donc un cadre extérieur de la maison, où tu n'arrivais pas à t'exprimer? Est-ce qu'à la maison, tu arrivais quand même à t'exprimer? Je m'exprimais très peu, en fait. Donc, c'est pas un problème de ne pas savoir parler, c'est juste une question de tu n'arrives pas à le sortir, mais les mots, tu sais les prononcer, tu sais comment parler, etc. Tout à fait, oui. Okay. Oui, et c'est pour ça, je pense, que je me suis intéressée aux langues, parce que j'ai une passion pour les langues, pour le mot, pour le son aussi. Pour moi, arriver à l'exprimer, quelque part, je ne me sentais pas légitime et puis je n'arrivais pas à exprimer mes sentiments non plus. J'ai toujours ce problème aujourd'hui d'ailleurs. Si on me donne un papier, un crayon ou un ordinateur, ça va. Mais autrement, ça reste très difficile. Cette passion des langues, des sons, de l'expression, etc., elle est venue en même temps où tu as commencé à réussir à t'exprimer? Ou bien est-ce qu'elle était déjà là avant? C'était déjà là. Dès que j'ai su lire, j'étais un rat de bibliothèque. J'ai passé mon enfance à lire tout ce qui me tombait sous la main, des livres très compliqués. Je passais mon temps dans la bibliothèque avec mon grand-père. C'était très silencieux, c'était un lettré, c'était vraiment un érudit. Et on passait de longues heures à parler philosophie, principalement, histoire de l'art. Et c'est comme ça, je pense, que
le goût des mots m'est venu parce qu'il choisissait ses mots et je me sentais en confiance avec lui. Donc on avait des conversations, voilà, je n'avais pas l'impression d'être une enfant avec lui et il m'a vraiment donné confiance. Alors qu'avec mes parents, avec ma famille, c'était beaucoup plus difficile. Donc, c'était principalement avec ton père que tu arrivais à t'exprimer. Mon grand-père. Ton grand-père, pardon, Ouais. tu arrivais à t'exprimer Ouais. aussi naturellement, Oui, comparé aux autres cercles, oui. que ce soit familial, amical ou bien en dehors de la maison, de manière générale. Ou j'étais plutôt muette en fait. c'est ça. J'étais muette. D'accord. Oui, oui. Si tu peux nous partager à quel âge tu as eu ton diagnostic autistique? Ouais, c'est très tardif puisque c'était cette année seulement. En fait, je me suis toujours intéressée à l'autisme, donc ça fait des années que je lis des choses sur l'autisme, dont j'en parle pendant mes cours. Mais j'avais une petite idée pour moi, mais je laissais traîner les choses. Et puis, plus je m'y intéressais, plus je me voyais dans le profil. Je me suis dit qu'un jour, il fallait franchir le pas. D'autant plus que je soupçonnais ça pour l'un de mes enfants, qui est très probablement, bon, qui ne veut pas se faire dépister. Et comme j'ai fait des études de psychologie, c'était facile pour moi de voir ensuite, de passer les tests. Et oui, c'était bien ça. Comment tu te sens quand tu reçois les résultats du diagnostic? Est-ce que ça te permet d'expliquer beaucoup de choses du passé? Oui. Ouais. Oui. À la limite, c'est très ambivalent parce que j'ai dû faire le deuil des efforts que j'ai toujours faits pour apparaître à l'aise en société. Et ça a été un véritable deuil en me disant, je me disais, ok, tu vas y arriver, essaye encore, ce blocage, tu vas le dépasser, dans ta tête, ça va bien se passer. Et puis, bien, j'y arrivais jamais et j'avais toujours un secret espoir d'y parvenir. Et je sais que, non, je suis configurée autrement, donc c'est pas la peine de chasser le naturel. De toute façon, comme on dit, chassez-le, il revient au galop. Donc ça, c'est la partie un peu difficile. Je sais qu'en société, je ne brillerai jamais par ma conversation, malgré les espoirs que j'ai pu avoir. Et puis d'un autre côté, eh bien, je suis soulagée parce que je peux mettre des mots sur ce que je ressens et je peux faire chemin arrière pour dire « Oh oui, dans cette situation, mais oui, maintenant, je vois pourquoi j'ai réagi de cette manière-là, par exemple. » Donc c'est un soulagement et je vais beaucoup plus me respecter au niveau de mon rythme de vie parce que j'ai étudié toute ma vie et beaucoup de gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es tout le temps en train de travailler, c'est pas normal. Prends donc des vacances. » Mais moi, mes vacances, je les prends en étudiant, en travaillant parce que ça fait partie de mes intérêts, parce que c'est comme ça que je m'accomplis, ça me nourrit vraiment. Et pour moi, je me repose en travaillant. Et ça semble étrange de le dire, mais c'est la réalité. Donc maintenant, je comprends mieux et ça me soulage de me dire, mais oui, c'est mon fonctionnement et donc je ne vais pas faire semblant, comme j'ai fait semblant pendant des années. Prendre du repos alors que j'étais pas fatiguée de mon travail. Je suis fatiguée des gens, oui. Des conversations qui n'ont pas de sens, oui. Mais c'est tout, pas de mon travail. Si on regarde côté caractère, tu te trouves plutôt extraverti ou introverti? Introverti. Introverti, Oui, d'accord. bien sûr. Tu fais un travail qui est social, un travail qui est au contact direct avec les gens et qui demande un certain tact aussi. Oui. Pourquoi avoir choisi un métier comme l'enseignement en étant une personne introvertie? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le métier qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi, parce que moi j'étais bien à me planquer derrière tout ce que je trouvais, derrière mes bouquins, derrière mes séances d'écriture. Et puis finalement, c'est des tas de gens qui m'ont poussé à ça. Puis je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien me lancer des défis. Je pense que c'est aussi ce plaisir de relever des défis, de pousser les limites. Et finalement, c'est par la rencontre avec l'autre, quel qu'il soit, que j'ai trouvé ce courage d'enseigner. Parce que le défi, c'est aussi en quelque sorte de te reconfronter à un milieu qui t'avait fait peur, qui te fait des cauchemars. Oui. Encore jusqu'à aujourd'hui, qui te fait faire des cauchemars.
Donc c'est en fait un certain acte de bravoure aussi de, que de te confronter en fait. Allez, c'est de l'autre côté de la scène. Oui. D'accord, ouais. Oui. D'accord. Mais pour moi, ça a du sens. Et si quelque chose n'a pas de sens, je ne vais pas le faire. Même si on m'y pousse, je ne le ferai pas. Alors- L'enseignement a du sens pour moi. Je me pose vraiment la question s'il n'y a pas un côté qui est lié à l'autisme. Je ne sais pas, il faudrait parler avec des filles à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que tous les projets les plus fous, bien les plus débiles que j'ai pu faire, à chaque fois, c'est des trucs qui me font super peur. Et c'est à chaque fois des choses qui me paraissent complètement insurmontables. Oui. Et je me retrouve beaucoup dans ton discours, justement, dans le sens où bah, tu es naturellement attiré par les choses que tu sais que tu ne peux pas faire, vraiment, qui ne sont pas instinctives, quoi. Oui. Oui, oui. Et du coup, ça représente une charge de travail, hein, genre il y a un effort, Énorme. etc., énorme, Bien sûr. Oui. par rapport à d'autres Oui. personnes éventuellement qui pourraient déjà évoluer dans ces métiers-là. Oui. Mais je trouve ça très intéressant comme point de vue. Si on parle un petit peu de masking. Oui. Donc le masking, c'est quoi? C'est quand on porte un masque. Merci. En gros, c'est quand on paraît, on donne une autre image de soi devant les gens que la vraie image qu'on aurait réellement. Oui. Moi, j'appelle ça plutôt le caméléon. Oui, c'est ça. Je n'aime pas le terme de masque. Moi, le caméléon, j'aime bien parce que vraiment, tu changes complètement et puis pour t'adapter à ton environnement, quoi. Parce que tu veux te fondre dans ton environnement et puis tu veux y évoluer. J'aime bien cette image du caméléon. Dans ton travail, est-ce que on parle masking ou caméléon du coup? Caméléon. Caméléon, ok. Ouais. D'accord. Ah, j'adhère. Tu adhères, c'est bon. Artisan. Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu as tendance à faire le caméléon? Ou bien est-ce que pour toi, c'est normal d'être tel que tu te comportes dans ton travail, la posture que tu as, etc. À quel point est-ce que c'est naturel ou bien c'est plutôt caméléon? C'est plutôt caméléon parce que, comme j'enseigne 3 langues, je me suis posé la question à un moment si j'avais pas un problème psy, étant donné qu'à chaque fois que j'enseigne une langue, je m'aperçois que la manière dont je m'exprime va être complètement différente avec les gens. C'est-à-dire que le français, c'est très rigide comme langue, c'est très monocorde, et puis c'est plein de conventions. Et c'est une langue qui est totalement irrationnelle en même temps, donc c'est très étrange pour moi d'enseigner le français. C'est la langue la plus difficile à enseigner. Par contre, l'anglais, j'ai une sensibilité par rapport à ça, et j'arrive à exprimer des choses du cœur en anglais, que je ne vais jamais exprimer en français, c'est pas possible. Je suis totalement bloquée, mais il y a une inhibition qui s'en va quand je parle anglais, parce que c'est une langue qui est directement liée au sens. Et j'ai des perceptions qui sont très fortes. Et donc, par cette langue-là, qui est une langue qui fait beaucoup de bruitage, qui a énormément de musique, en fait, j'arrive à sortir des choses qui sont propres à la sensibilité. Et donc, quand je donne mes cours d'anglais, je parle beaucoup de sujets qui vont toucher. Et je vois par rapport au retour de mes étudiants, ils me le disent. Et par contre, quand je vais enseigner l'espagnol, c'est une langue très brute, qui dit un chat, qui est très sonore, un peu comme des cailloux qui dévalent une colline. Hein, on entend ça, ça fait, c'est très tonitruant. Et là, je peux exprimer des choses avec des choses beaucoup plus péremptoires. Je m'aperçois que les sujets que je choisis dans l'une ou l'autre des langues vont être différents en fonction de ce que me permet d'exprimer la langue. Donc oui, il y a bien un aspect caméléon derrière, parce que je m'aperçois que après chaque cours d'une langue, je dois prendre du temps. Alors j'ai compté, ça me prend 2 heures pour me récupérer, parce que j'ai exprimé une facette de moi-même. Je n'exprime jamais l'entièreté de moi-même, donc je m'adapte. Alors ça, on va y retourner tout à l'heure. Oui. Dans vraiment pas longtemps. J'aimerais juste savoir si tu arrives à me partager un cas concret dans tes cours de langue, de qu'est-ce que tu peux faire pour que les étudiants soient en immersion en fait dans une langue. Parce que tu dis que tu fais le caméléon dans chaque langue. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager par rapport à ça pour l'anglais ou l'espagnol par exemple? Oui. Au niveau des cours d'espagnol, je joue beaucoup la controverse. C'est-à-dire, comme c'est une langue qui est très sonore,
je joue sur des oppositions. Donc je lance pas mal de débats où je vais beaucoup provoquer mes étudiants sur telle notion, qu'est-ce qu'on peut en sortir? Oui, mais je ne suis pas d'accord. Et parce que le son qui va sortir, c'est tellement sonore, cette langue, que ça se prête beaucoup à ce jeu-là. Par contre, en anglais, je leur fais comprendre toute la subtilité de cette langue, où c'est magique l'anglais, parce que on peut parler du futur quand on raconte quelque chose au passé. Et donc, je leur montre à quel point on peut faire des glissements, à quel point quelque chose qui nous apparaît sous un jour n'est peut-être pas celui sous lequel on peut l'envisager maintenant. Donc, je les fais énormément réfléchir sur le sens des mots, sur l'articulation des mots entre eux pour former une grande tapisserie. C'est comme s'il y avait des reflets. Et je joue énormément dans la subtilité par rapport à l'anglais. D'accord. Et avec ça, tu arrives donc à avoir un programme qui leur permet d'évoluer dans la langue. Je pense, oui, j'espère. Oui, certainement. Mais la grammaire est un outil formidable pour comprendre ces subtilités-là, ces nuances-là. Effectivement. Ouais. D'accord. Tu dis que ça prend environ 2 heures pour passer de Caméléon à Patricia Chéreau. Oui. De quoi sont composées les étapes pour redevenir toi-même après passer du mode Caméléon pour revenir à Patricia Chéreau? Il faut aller encore bien plus en amont que ça. C'est-à-dire qu'avant un cours, j'ai une préparation qui est assez exigeante parce que selon ce que je vais enseigner, je commence à projeter des scénarios pour voir comment je vais me situer par rapport au scénario et par rapport à mon public. Donc, je me mets la pression. Par exemple, dès la veille au soir, si j'enseigne l'espagnol, je ne vais plus du tout lire d'anglais, je ne vais plus voir de films en anglais, etc. Je vais arrêter tout ça. Je vais me plonger dans l'espagnol. Parce que j'ai ce phénomène où je réentends en permanence des sons. Ça dure des heures et des heures et des heures, ça tourne. C'est particulier à certaines formes d'autisme, et ça, c'est très fatigant. Donc, je me programme. Ensuite, ça me permet de donner mon cours. Mais je demande aussi de ne pas avoir de cours de 2 langues ou 3 langues différentes d'affilée, parce que je ne parviens pas. Ensuite, donc, quand j'ai donné mon cours, j'ai besoin de me mettre en retrait. Ça, c'est vraiment très important, parce que l'écho de tout ce qui s'est dit, je le garde en mémoire. C'est comme si le film de ce qui s'était passé se déroule à l'envers. Et j'entends tout, j'entends mes étudiants, je m'entends. J'entends ce que j'aurais pu dire, j'entends les vidéos que j'ai projetées. C'est horrible. Et donc, je n'arrive plus à penser dans une autre langue. Et évidemment, il faut que la vie continue à l'extérieur. Donc, je me prévois des oasis de silence, de respiration, de méditation. Je pratique beaucoup la méditation pour reposer et retrouver un état de silence où je peux enfin récupérer des parties plus larges de moi que j'ai laissées de côté. C'est très exigeant. C'est la première fois que j'en parle. Ça veut dire que tu as un moment avant le cours très intense où tu vas devoir te mettre dans une immersion déjà dans la langue que tu vas enseigner. Oui. Ensuite, c'est hyper intéressant en fait. Ça veut dire que tu te mets vraiment déjà en mode caméléon, tu te préprogrammes à entrer dans un environnement donné en fait. Pour être prête quand tu es là-dedans. Mm-hmm. Et après, tu es tellement ancré là-dedans qu'il faut te ressortir. Oui. Et un de tes outils pour ressortir, c'est la méditation, par exemple. Oui. Ou aller faire des randonnées. Je randonne beaucoup. Je vais dans les forêts. J'ai besoin du contact des pieds sur la terre. Ça, c'est très, très important. C'est ce que j'ai trouvé de plus fulgurant. Ou mettre les pieds dans l'eau, dans un torrent, dans une rivière. J'ai vraiment besoin de ça pour faire partir tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai fait venir à l'intérieur de moi. C'est comme un nettoyage pour me retrouver moi-même. Tu travailles combien d'heures environ par semaine? Je ne compte pas. Mais genre, c'est combien de classes tu donnes par semaine Alors, j'ai pas un emploi du temps qui est fixe parce que je vais à différents endroits. Donc, je peux aussi donner des cours de méditation, de gestion du stress à des enfants, à des collégiens qui sont très abîmés par la vie. Je fais aussi ce genre de choses. Donc, je n'ai jamais le même emploi du temps de semaine en semaine.
J'ai d'autres activités à l'extérieur que mes cours à l'université. Puis j'ai la recherche, bien sûr. D'accord, d'accord. Donc il m'arrive les semaines où c'est très très chargé, les semaines où j'explose en fait, il m'arrive d'avoir, pour des raisons de calendrier, 32 heures de cours à donner. Donc pour 1 heure de cours, c'est environ 1 heure de préparation ou c'est plus? C'est plus, Plus. c'est 2 heures. 12 heures? 2 heures, voire 3 heures, ça dépend Ah, de ce que 2 heures ou j'enseigne. 3 heures, pardon. Ouais. Ok, donc 2 et 3 heures de préparation pour un cours d'1 heure. Oui. Et dans une semaine où tu as 32 heures de cours. Oui, ça veut dire que j'ai préparé ça, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. D'accord, ok. Ouais. Moi, ce qui me fait m'interroger, désolé assez, c'est 2 heures pour repasser du mode caméléon à de nouveau toi, tu vois. Ouais. Sur une journée, en Suisse, on parle de 8 heures de travail par jour, Oui. approximativement. Mhm. Si tu fais 8 x 3, ça fait 24, une journée entière. Tu as environ 1 heure le matin, 1h30. Tu as 1 heure pour cuisiner le soir, éventuellement, etc. Si tu en as déjà 2 heures, sur les 8 heures, bref, tu as environ en tout, 4-5 heures disponibles pour toi par jour, en théorie. Oui, en théorie, hein. Je dis bien en théorie. Il y a la vie à côté. Tu as 2 heures là-dedans Mhm. que tu utilises pour du coup méditer et puis redescendre un peu sur terre après avoir donné les cours. Oui. Ça veut dire qu'il te reste 2 heures de temps pour toi en fait dans la Oui. journée. Ah, c'est très court. C'est peu, hein. C'est très très peu. Mais j'ai la chance d'avoir très peu besoin de dormir. Aussi. Tu prends sur ton sommeil. Mais genre, tu dors combien de temps environ par nuit? 6 heures, 5 heures, 6 heures. Ah ouais. Apparemment, on n'est pas pareil. D'accord. D'accord, ok. Mais quand je dors, je dors. Ouais, C'est-à-dire que dès que je m'allonge, ça y est, je suis partie. c'est tout. Hop, Je dame. je tatoue, voilà. Ok, d'accord. Mm. Mais c'est intéressant de voir ça, genre quand tu regardes dans une journée, tu vois Oui. qu'est-ce qui a quelle place dans la journée, etc. Mm. Parce que ça permet de se donner une idée en fait de l'impact que ça peut avoir en fait dans la vie de tous les jours, quoi. Tout à fait. Qui est ultra fort en fait comme impact, quoi. Oui, oui, il est très fort. Ça vaut la peine pour toi de faire autant le caméléon pour pouvoir pour consacrer autant de temps, genre 2 heures pour te redescendre. Est-ce que tu te sens épanoui avec ça? Pour moi, ça vaut la peine parce que je reçois. Quand je dispense un cours, je suis en contact avec des gens qui m'envoient des tas de choses. Et c'est un échange qui peut être très dynamisant, très chouette. Et j'ai vraiment des étudiants qui sont super. C'est très rare que je tombe avec des gens désagréables. Donc, aussi un cours s'est passé très bien, ce qui est souvent le cas, mais je repars, je suis gonflée à bloc. C'est génial. Donc, j'ai pas la sensation d'avoir perdu mon énergie. J'ai une fatigue qui est une fatigue auditive, oui. Par contre, ce qui va m'user, ce sont les interactions sociales où les gens parlent de tout et n'importe quoi pour ne rien dire. Et ça me met littéralement par terre. Je suis obligée de m'enfuir. Je ne supporte pas. Tu t'interrogeais sur ta sincérité quand tu portes ton masque ou quand tu deviens un caméléon dans un cercle éventuellement social. Mm-hmm. Pourquoi t'interrogeais sur ta sincérité dans ces cas-là? Là, Sincérité. je me posais la question, mais en fait, qui je suis? Puisque j'extériorise différentes facettes de moi-même, où est-ce que je suis dans l'authentique de moi-même? Je me suis posé cette question pendant des années. Et puis, en regardant bien, depuis que je sais que je fais partie des autistes, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui te motive quand tu es avec les autres? Ce qui me motive, c'est la rencontre. Et donc, si je sens cette appétence pour la rencontre, si j'y vais avec cette joie, que je n'arrive pas à montrer par des gestes, mais cette joie, elle est là, alors oui, je suis authentique. Et ça, une fois que j'ai trouvé cette réponse-là, je me suis dit, mais oui, finalement, au lieu de me juger, de me culpabiliser, ouais, t'es en train de mentir et tout, non, je suis en train de faire en sorte qu'une rencontre puisse avoir lieu. Donc, je me prépare pour que la rencontre ait lieu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du respect et de cette joie de rencontrer quelqu'un qui est différent. Donc finalement, la sincérité, elle est là.
Quand je ressens ça, et c'est très souvent maintenant, c'est bon. Tu avais peur de ne pas être toi-même en fait avec les gens et du coup de ne pas être sincère. Et maintenant, comment tu fais du coup pour te sentir sincère vis-à-vis d'eux? C'est en te préparant? Alors, j'étudie beaucoup les gens, je passe mon temps à ça. D'ailleurs, c'est aussi l'autre versant de mes études. Et donc, quand je vais rencontrer quelqu'un, je me dis, ok, cette personne-là, elle aime ça, ça, elle va pas bien l'accueillir, mais moi j'ai envie de dire ça par contre. Donc comment est-ce que je peux lui faire passer? Et je vais réfléchir, puisque j'aime les mots, à la manière dont je peux formuler ce que je veux faire passer, parce que pour moi c'est important et je ne veux pas le cacher, mais qui va être accepté et qui va permettre un dialogue, un échange qui soit ouvert et non pas une fermeture. D'accord. Voilà, donc ça demande effectivement d'être attentif à l'autre, d'être attentif à soi. C'est ça la rencontre pour moi. Et c'est là que tu trouves ta sincérité en fait dans tes rencontres. D'accord. Oui. D'accord. Je cite ce que tu m'as dit lors de notre session Zoom. La facette est aussi une façon de protéger les gens et d'être moins direct. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà fait des reproches dans le passé qui t'ont mené à vouloir justement utiliser cette méthode de caméléon? Ah oui. Oui. Oui, parce que quand j'ai quelque chose à dire, en général, ça sort. Et ça sort, c'est brut de décoffrage. Et effectivement, ça m'a valu des amitiés, ça m'a valu des rencontres. Voilà, alors que moi, je ne mettais pas d'intention, mais c'est vrai que si quelque chose me tient à cœur, je vais le dire. Et je vais le déposer comme ça. Quand je vois la réaction de la personne, je suis chagrinée, quoi. C'était pas mon intention de blesser. Donc, le fait de travailler ça, ça me permet d'avoir des relations où on peut vraiment échanger. Sinon, je m'aperçois que par mon attitude, je bloquais l'échange, effectivement. Je ne l'autorisais plus. Malgré toi? Oui. Alors, il m'arrive aussi de dire des choses pour terminer quelque chose. Ça, oui. Oh, mais là, c'est contrôlé. Absolument. Et là, je sais aussi ce que je fais. Si tu connais bien la manière que les gens ont pour interagir, je vois que c'est comme ça qu'on le dit. Oui. En fait, tu arrives à jouer avec ces codes aussi. Oui. Et à les tirer en ton avantage, en quelque sorte. Oui. Quand le moment est pertinent pour ce genre de situation, quoi. C'est ça. Et c'est en ça que l'analyse des actes de langage, qui est une spécialisation que j'ai au niveau de ma thèse, ça m'a énormément aidé parce que ça m'a fait décoder la manière dont moi j'agis avec les gens, mais à travers le discours d'autres personnes que j'ai appris à profiler, en fait. C'est ça que je fais. Et ça m'a donné des clés de compréhension de mon attitude qui étaient très précieuses parce qu'en même temps que j'étudiais pour ma thèse le discours de certaines personnes, je revenais en miroir sur ce que je faisais en me disant « Ah, mais oui, mais c'est ça que tu fais. » Et là, je trouvais effectivement le pourquoi du comment. C'est-à-dire que j'ai appris à décoder le langage. Ce sont des techniques, bien sûr. Patricia, comment effectues ton profilage? Alors, c'est quelque chose qui est long et c'est vrai que je me bats contre les films américains qui proposent des visions qui sont complètement dévoyées parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas à l'intuition, mais c'est une démarche qui est extrêmement analytique où il faut établir soi-même des grilles de décodage. Donc, par exemple, la dernière que j'avais utilisée, j'avais 60 pages de code que j'ai élaboré moi-même, que je devais mémoriser pour ensuite analyser tout le langage des personnes. Alors, c'est quelque chose qui demande énormément de patience parce qu'un discours, même s'il est spontané, en apparence, c'est une construction. Et il y a des éléments très importants à ne pas rater et il faut reconstituer la trame de la pensée de la personne et sa trame également émotionnelle derrière. Donc en fait, il y a deux trames qui se juxtaposent et c'est par le mot qu'on peut identifier ces deux trames et ensuite les mettre en cohérence. C'est-à-dire que les mots, ils ont un poids, ils ont une orientation, ils ont évidemment un sens et il y a un sens global à ce qui est dit. Et une fois que l'on a travaillé sur les codifications, eh bien, on peut voir apparaître ce qui n'est pas dit chez la personne
qu'elle peine peut-être à dire, ou bien dont elle n'a tout simplement pas conscience. Donc il y a tout un travail d'interprétation, mais qui n'est pas une interprétation libre, qui est une interprétation guidée, et qui permet d'aller voir au-dedans de la personne. Est-ce que, si on parle de profilage, donc tel que tu l'as décrit, hein, moi j'ai vraiment l'impression de voir un fichier Excel dans lequel tu mets un arbre des probabilités, des possibilités qui peuvent se passer en fait. Que ce soit, allez, tu as une question spécifique qui est posée et tu as déjà fait toute une liste de possibilités qui peuvent exister. Cette personne-là est de type tel et tel et tel et tel. Du coup, je peux lui parler de cette manière-là pour pouvoir ne pas l'irriter ou bien pour pouvoir apporter de la valeur à ce qu'il a dit, pour la faire se sentir plus importante, etc. Au final, tes conversations deviennent presque une équation mathématique, c'est ça? Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a toujours le facteur de la surprise. C'est-à-dire qu'une personne, si on fait un profilage, c'est parce qu'on cherche quelque chose ou qu'on pressent éventuellement quelque chose, mais on n'en a pas la certitude. Donc, dans tout discours d'une personne, surtout les neurotypiques qui travaillent plus sur qui ont plus d'émotions, c'est très souvent, à mon sens, irrationnel. Et c'est déroutant. Donc, il faut être prêt pendant l'entretien à accueillir cet imprévu et à rebondir très très vite, c'est-à-dire être à l'affût de ce qui fait sortir des pistes qu'on avait pressenties et très vite identifier ce dont il peut s'agir, c'est-à-dire qu'en même temps que la personne parle, on fait des hypothèses et ensuite on va mettre des choses en lien. C'est une exploration en fait. Ça demande d'être extrêmement attentif, extrêmement concentré. Pour avoir ces bases, tu utilises vraiment un fichier Excel ou bien c'est juste moi qui ai inventé ce terme? Ou bien est-ce que tu as vraiment, genre littéralement sur ton ordinateur, un fichier Excel quelque part avec ça? Et j'imagine que, bon, déjà, c'est la première question. Alors, non, j'ai pas de fichier Excel tout prêt. Ok, d'accord. Non, c'est quelque chose. J'ai effectivement des hypothèses avant l'entretien, c'est-à-dire des hypothèses par rapport à une situation. Mais elles peuvent être complètement fausses, mes hypothèses. Et donc, il faut accueillir effectivement cet imprévu-là. Et la grille de codification, elle se fait aussi, pour une très très grande partie, je dirais 85% des cas, au cours de l'entretien. Okay. Mais ça demande effectivement des connaissances psychologiques particulières. Ouais, bien sûr, ouais. C'est super intéressant, ouais. Donc, tu arrives à profiler la personne pendant que tu parles avec, de manière très spécifique, en fait. Je pense que c'est ça aussi, sûrement la différence entre une personne neurotypique et puis autiste. C'est une aptitude à devoir conscientiser de manière ultra concrète et au détail, et ultra détaillée, la manière que la personne elle parle, ce qu'elle dit, son intonation, pour te mettre à son niveau, peut-être aussi en termes d'énergie, pour lui permettre de se dévoiler plus. Matcher aussi éventuellement ce rythme de parole, matcher un champ lexical qui soit cohérent par rapport au sien également, pour pouvoir cerner la personne simplement. Et ça c'est quelque chose qu'une personne neurotypique ne fait pas forcément de manière aussi spécifique, quoi. Oui, et le fait d'être HPI également aide beaucoup. Parce que ça me permet des mises en lien particulières puisque j'ai un raisonnement en arborescence. Donc, je peux aller d'un niveau à l'autre, d'une branche à l'autre, on va dire, et reconstituer du sens, parce que pour moi, le sens est fondamental. Mais là, tu as dit quelque chose qui est très important, c'est le mot énergie. Et effectivement, je pense que l'autisme prédispose à ressentir les énergies d'une façon extrêmement fine. C'est-à-dire que je m'aperçois que je ressens très fortement les émotions des autres, à tel point que parfois, et très souvent, c'est envahissant. Mais je ne comprends pas pour autant ces émotions, c'est-à-dire que je ne vais pas les partager. Et c'est en ça aussi que le profilage m'intéresse, parce que c'est un travail que je fais après, aller comprendre l'autre par l'analyse. D'accord, que tu fais après une conversation ou bien après l'avoir écouté en direct? Oui.
Ok, donc là, après, ça peut être cette personne-là vient de faire une phrase, j'ai compris tel et tel et tel trait de caractère sur cette personne, donc j'ai déjà réussi à profiler ça sur lui, donc je vais répondre à ça après, quoi. Oui. C'est-à-dire que je fais très attention à mes émotions. Par exemple, je peux avoir la sensation que la personne ne dit pas tout, ce qui est souvent le cas, bien sûr, on ne peut jamais dire tout, mais je peux être dérangée, avoir un sentiment diffus, et ça va être toute l'analyse après qui va me faire dire « Ah oui, c'est ce détail-là sur lequel, en fait, je m'étais focalisée, mais je ne l'ai pas compris. J'ai juste ressenti qu'il y avait quelque chose de très important et qu'il fallait explorer. » Et l'exploration vient après. C'est-à-dire qu'il y a un effet retard, en réalité. Dans le flow, c'est à peu près combien de temps c'est... Oh, c'est plusieurs heures après. Ah ouais, donc ok, ok. C'est-à-dire que Avant, je suis envahie. Je suis réellement envahie. Donc, il y a tout un traitement de mes émotions à moi pour arriver à voir clair à travers ce que la personne dit. Mais je me rends compte que très souvent, l'énergie que je ressens de la personne, elle est juste. Simplement que j'ai besoin ensuite de mettre des mots très précis dessus et de trouver le détail qui a fait que j'ai ressenti ça. dans ton email que tu m'as envoyé pour prendre contact avec moi, tu parlais aussi de certaines fragilités physiques qui Oui. pouvaient éventuellement être liées à ton autisme. J'aimerais en savoir plus. Quelle fragilité physique il s'agit? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Alors, l'autisme des femmes, justement, est diagnostiqué très tardivement parce qu'elle passe à travers les mailles du filet, elle cache beaucoup plus et ce camouflage caméléon a un prix en termes de fatigue, mais on ne va pas pouvoir exprimer cette fatigue de la même manière qu'un homme très souvent parce que sur la scène sociale, on demande à ce qu'une femme soit absolument présente et fasse des tas de tâches, hein, notamment quand on est mère de famille, ce qui est aussi mon cas. Donc, ça va avoir un retentissement. La difficulté, c'est que je vais avoir des explosions de colère à des moments très inhabituels pour les autres parce que j'ai pris sur moi jusqu'au moment où ça déborde. Et puis, je vais avoir également des moments où je suis complètement figée, où je ne vais pas pouvoir du tout réagir, c'est-à-dire que j'ai une sorte de paralysie et qui va se traduire par des maux physiques très, très intenses. J'ai réussi à me déplacer des vertèbres toute seule, tout d'un coup, sans rien faire, oui. Ou avoir des fractures de fatigue. Par exemple, mon directeur de thèse qui me cassait littéralement les pieds, ça m'a occasionné une fracture du pied par 2 reprises. Ça s'est cassé tout seul, sans choc. Sans choc. Sans choc. Alors, c'est connu, la fracture de fatigue, mais j'ai découvert ce que c'était. Et puis également, les problèmes digestifs. J'ai passé mon enfance, mon adolescence à l'hôpital très souvent parce que on n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Or, il y a un microbiote qui est très particulier chez les autistes qui ont une fragilité. Et donc, on n'a pas compris que j'étais intolérante au lactose. J'ai failli mourir en étant bébé, hein, bien sûr. Intolérante au gluten. Donc, j'ai eu beaucoup d'opérations digestives. Et en tant que femme, l'endométriose, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les femmes autistes. Donc, avec des douleurs de règles épouvantables, beaucoup d'opérations chirurgicales pour décoller les organes qui ont fini par se coller ensemble. C'est une horreur. C'est pas qu'une question de stress ou pas une question d'anxiété ou bien de colère. C'est aussi d'autres molécules. Je peux pas dire molécules parce que c'est pas quelque chose d'externe, mais c'est je sais pas, des cellules. Comment on définit ça? Des processus physiologiques qui se font différemment, notamment tout ce qui est digestif, assimilation. Ça arrive pour quel genre à peu près d'autisme? Parce que moi, j'ai jamais eu ça, par exemple. Quel genre de personnes pourraient vivre ça? Est-ce que c'est toutes les femmes? Est-ce qu'ils sont exposés à ça? Beaucoup de femmes autistes vont avoir ce genre de problème-là, effectivement. Donc, ce qui fait que ça a retardé le diagnostic de l'autisme parce que beaucoup présentaient uniquement des symptômes physiques et puis une grande timidité qu'on mettait sur
un problème de personnalité, ce qui n'était pas ça en fait. Mais je ne dis pas que toutes les femmes autistes ont ça, mais c'est quelque chose qui se retrouve très souvent. Bon, ça veut dire que statistiquement, s'il y a des filles qui sont très souvent à l'hôpital quand elles sont jeunes et qu'elles sont timides, il y a des chances qu'elles soient autistes. Il faut voir pourquoi elles vont à l'hôpital. Ouais, pas de personnes données. Non, c'est pas ça. Les pathologies d'assimilation, de digestion, oui. Et puis en plus, j'ai la particularité d'être hémophile en tant que femme, ce qui est absolument pratique. Hémophile, ça, c'est quand on sang ne coagule pas. Voilà. Excellent, super. La fragilité physique, elle est là, mais en même temps, il y a aussi une grande endurance, puisque comme on cache beaucoup et qu'on ne fait pas apparaître les choses, on est présent, mais d'une certaine façon. La concentration, elle est extrêmement soutenue aussi. Moi, j'ai cette capacité à être extrêmement concentrée sur le long terme et je suis à l'aise avec cette capacité-là aussi. C'est une espèce de mode de hyper-focus. Oui, c'est ça. Et je ne lâche rien tant que je n'ai pas compris. Je suis très mal à l'aise tant que je n'ai pas compris. Okay. Mais au moment où j'ai compris, là, je suis délivrée. Je te comprends parfaitement. J'ai quelque chose de très similaire à toi là-dessus. Ça me frustre, mais d'une force de ne pas comprendre, c'est insupportable. Et la colère peut surgir aussi parce qu'on ne comprend pas. Mais du coup, je prends l'air pour essayer de canaliser un petit peu et de souffler et puis de me dire, t'inquiète, ça va aller. Oui, là, il faut respirer, c'est pas facile. Qu'est-ce qui te rend heureuse à toi, alors? Ce qui me rend heureuse. Alors oui, c'est ce que je relève, le mot heureux, je sais pas très bien ce que c'est. Mais le mot bonheur, oui, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, c'est-à-dire ces moments parfaits qu'on peut ressentir par moments, qui sont des moments fugaces, mais qui remplissent complètement. Ça peut être la beauté, surtout la beauté dans la nature. Ça peut être le fait d'avoir une conversation en toute sincérité avec quelqu'un et que cette personne réussisse à ouvrir son cœur et moi le mien. Je suis très très sensible à la lumière. Mais pas la lumière éblouissante qui aveugle, qu'affectionnent beaucoup les neurotypiques. Moi, j'ai besoin d'une dose de lumière, mais les lumières rasantes, par exemple, qui révèlent des détails qui sont cachés, qui montrent beaucoup plus de détails dans toute leur finesse, dans toute la délicatesse. Rien que ça me remplit de ce bonheur très profond. Pour moi, la joie n'est pas quelque chose qui se manifeste par des bruits, par le fait de sauter en l'air, ça je ne sais pas faire. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement serein. Et puis c'est cet état d'être, parce que c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion non plus, qui fait dire, et je reviens au titre de 1%, qui fait dire qu'on est un. Et ça, c'est dès que je peux ressentir ça, tout s'efface, tout le reste difficile s'efface et c'est une oasis sur laquelle je reprends pied. C'est un moment de respiration extraordinaire et ça, c'est ce qui permet d'avancer. Et je pense que le fait d'être autiste peut faire toucher du cœur, pas du doigt, particulièrement cet état-là qui pour moi est celui du bonheur. C'est-à-dire la plénitude, être plein de l'un, c'est vraiment ça. Ce qui me tient à cœur, c'est de revenir à l'un parce que tous autant qu'on est, avec nos différences, c'est une richesse extraordinaire. Hein. Il y a ce proverbe arabe qui dit que si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Ça, c'est une vérité fondamentale pour moi. C'est sentir qu'on a ce trait d'union à l'intérieur qui passe de cœur en cœur. Ça se passe vraiment au niveau du cœur. Et c'est rejoindre cette dimension du cœur. On dit souvent que les autistes sont très analytiques, sont très intellectuels. Je n'aime pas le terme de mental parce que je ne sais pas ce que c'est. On entend mis à toutes les sauces. Je ne comprends pas ce terme. Mais on présente l'autiste comme étant quelqu'un de froid et d'analytique. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui ressent très très fortement les choses, mais qui ne parvient pas
à les exprimer avec les mots, parce que les mots, même si en définitive c'est mon métier, les mots sont des béquilles. Et ce qui est important, c'est cette perception que l'on a. Et pour moi, ça a réellement une dimension spirituelle. Et quand on arrive, à travers un événement de la vie qui n'a pas à être grandiose, à percer du multiple et revenir à l'un, ce point d'où tout émane, alors que demander de plus, on sent qu'on est complètement là, on est dans un présent qui peut s'étirer, il n'y a ni passé ni futur, et là on est en pleine possession de ce qu'on est et qu'on oublie très très souvent. Je ne sais pas si je suis très claire par rapport à ça, parce que c'est exprimer un ressenti. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre interview? Ne pas s'arrêter aux différences, les reconnaître, les accepter pour ce qu'elles sont, mais sachant qu'il y a toujours un dialogue qui peut se nouer, et un dialogue qui n'est pas uniquement dans les mots. Il y a un vieux film, je vais donner 2 vieilles références. Il y a un vieux film de Colin Serrault qui s'appelle La Belle Verte, où des gens sur une autre planète écoutent des concerts de silence et réagissent de la même façon au même moment. Et effectivement, c'est cette écoute de l'autre, de ce qui passe de l'autre, qui est extrêmement importante et qui fait la richesse d'un contact. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose à comprendre à travers ces différences, il y a une vieille chanson aussi que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui est d'un compositeur qui est décédé, qui s'appelle Hervé Christiani. Et sa chanson s'appelle « Il est libre, Max ». Et il décrit vraiment ce que c'est qu'un autiste. À travers un langage extrêmement poétique, là j'invite tout le monde à aller chercher sur YouTube ce qu'il a écrit. Ce personnage un peu étrange, qu'on ne comprend pas très bien, mais qui en fait voyage dans la vie à travers son cœur. Et ça, c'est vraiment le plus important à comprendre à travers ces différences. C'est le message que je voudrais laisser